Bien, alors bonjour tout le monde. Donc voilà, je voulais juste donc parler aujourd'hui de deux points qui sont importants, qui ont défrayé la chronique en fait européenne de ces derniers jours. Donc tout d'abord, vous avez un jugement en fait de la Cour de justice de l'Union européenne, enfin du tribunal de première instance, donc c'est-à-dire le premier niveau de juridiction européen. D'ailleurs, la Commission va pouvoir faire appel, on ne sait pas encore, ils n'ont pas encore décidé. Donc, où l'Irlande, en fait, traînait la Commission européenne devant la Cour de justice, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, on avait eu, un communiqué claironnant de la Commission, soutenu par le gouvernement français de M. Macron et tous les européistes en chœur qui disaient l'Europe nous donne le poids face aux GAFA, et on avait donc la Cour de justice, la Commission avait mis une amende de plusieurs milliards d'euros à Apple, à Google et à l'Irlande, parce que l'Irlande avait accordé ce qu'on appelle donc un rescrit fiscal, c'est-à-dire Google et Apple avaient négocié avec l'Irlande le montant de leur impôt sur les sociétés, ce qui leur permettait en fait d'économiser des milliards d'euros, donc en rapatriant en fait tous leurs bénéfices en Irlande et en bénéficiant donc de ce taux préférentiel qui d'ailleurs est confidentiel. Personne ne sait, étant donné que la Commission européenne donc, a respecté la confidentialité donc, des données fiscales de l'Irlande, donc elle n'a pas communiqué le pourcentage que Apple et Google avaient négocié avec les Irlandais. Et la Cour de justice aussi maintient la confidentialité, étant donné que dans sa décision, il nous dit qu'elle a bénéficié d'un pourcentage, d'impôt sur les sociétés préfixées avec l'Irlande, mais elle ne donne pas le chiffre non plus. Et donc, on avait eu, il y a 2 ans, cette amende record. La commissaire Vestager, qui était à l'époque la commissaire à la concurrence européenne, était, fêtée sur tous les plateaux. On disait, enfin, l'Europe s'attaque au GAFA et s'attaque aussi au dumping fiscal, dont sont victimes nos États, et enfin on va pouvoir récupérer l'argent qui est soustrait au fisc français et allemand et autres. En fait, la Cour de justice a rendu une décision où elle a annulé cette amende. Alors, elle a annulé cette amende, et d'ailleurs, pour les spécialistes, le service juridique de la Commission avait mis en garde la Commission européenne à l'époque, la commissaire Vestager, en lui disant « Attention, il y a quand même de fortes chances que cette amende ne tienne pas s'il y a un recours. » Alors, le recours contre l'amende a été fait par l'Irlande, qui ne voulait pas voir partir le siège social de Apple et de Google pour l'Europe de son territoire. Et puis elle a été soutenue, ça c'est important de le dire, par 3 États, le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne. Donc Apple, bien sûr, avait envoyé son armée d'avocats soutenir l'Irlande dans son recours, et on a eu donc une décision qui a été rendue par la Cour de justice. Alors, la Cour de justice elle a répété en fait ce qu'elle dit depuis maintenant, quasiment depuis le traité de Rome, c'est-à-dire que la concurrence libre et non faussée est un principe qui supplante tous les autres. Et la concurrence fiscale fait partie de cette concurrence libre et non faussée. Et donc, elle a mis un sérieux camouflet à la Commission en lui disant « Mais écoutez, messieurs de la Commission, négocier son impôt avec un État membre, ce n'est pas une aide d'État, ce qu'on appelle une aide d'État. Ce n'est pas un financement direct à une entreprise ou indirect. C'est
une pratique de concurrence fiscale normale. Qu'une entreprise fasse son shopping fiscal dans l'Union européenne, ben c'est normal, ça fait partie de la concurrence qui est dans l'esprit même du traité. Et donc, les gens qui nous disaient l'Europe c'est politique, faisons un rapport de force au sein des institutions et vous verrez, nous gagnerons. Macron nous avait vendu l'illusion d'une Europe française où nous allions, où la France pourrait peser dans le Cénacle européen et gagner en fait des dividendes de cette action. La Cour de justice, elle a dit pas du tout. Pas du tout. La concurrence fiscale, c'est normal au sein de l'Union européenne. Et si vous voulez modifier ça, dans ces cas-là, il faut harmoniser la fiscalité par les procédures prévues. Mais utiliser, le pouvoir de la Commission de contrôle des aides d'État, ça, c'est pas possible. Parce que la concurrence fiscale, c'est normal au sein de l'Union européenne. Elle a même été faite pour ça, en fait. Et donc, les juges n'ont pas soutenu, l'argumentation politique de la Commission. Ils ont soutenu le droit, l'esprit du traité. Le fait, que la Commission dise, l'Irlande tord son droit fiscal exprès pour deux entreprises, qu'elle modifie, la façon de calculer les bénéfices juste pour deux entreprises pour abaisser, son niveau d'impôt, ça, c'est pas normal, c'est de l'aide d'État. Et la Cour dit non, du tout. Ça, c'est de la concurrence fiscale. Donc, voilà, vous avez donc cette décision importante et les gens qui défendent l'Union européenne, là, ont pris vraiment une douche froide parce que ils pensaient que la Commission européenne, ferait enfin de la politique, nous aiderait à modifier l'Union européenne, etc. Et que, en fait, avec un peu de volonté politique, on arrivait à tout faire. La Cour de justice a dit non. La Cour de justice, elle a dit les traités sont les traités. Et le mandat de la Commission, c'est le mandat de la Commission. Et moi, je pense que d'ailleurs, vous allez voir dans les années prochaines plusieurs décisions de ce type qui vont arriver. Notamment, on nous a sorti cette semaine aussi une directive sur le transport routier, une nouvelle directive sur le transport routier, qui est très importante parce que elle réglemente un peu plus fermement les conditions de travail des chauffeurs routiers dans le transport européen. Je vous rappelle qu'à l'époque horrible d'avant l'acte unique européen, c'est-à-dire avant qu'il y ait un marché unique des transports dans l'Union européenne, on avait un truc horrible qui s'appelait les quotas nationaux. C'est-à-dire on se mettait d'accord sur le nombre de transports routiers qu'on faisait dans une année entre les pays, et pour éviter que l'un des pays soit lésé et qu'on ait une concurrence désordonnée, on s'accordait, des quotas, des nombres de voyages et des quotas par entreprise de transport, pour éviter que les uns soient désavantagés par rapport aux autres et d'avoir une sorte d'équilibre dans les relations entre États. Ça a sauté en 1993 et 1996. Et aujourd'hui, on a un marché complètement dérégulé dans les transports européens. Et ce marché dérégulé, ça a eu quoi comme résultat ? Qu'aujourd'hui, le transport international en Europe, il est trusté par 3, maintenant 4 pays, que sont la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, et le dernier entrant, la Lituanie, qui a complètement dérégulé son droit, notamment droit des sociétés, pour être plus compétitif et assurer le plus bas coût que les autres. Et dans ce dossier, vous avez eu la Commission européenne a sorti un projet de directive soutenu par le Conseil et le Parlement européen qui vous ont qui resserre un peu les contraintes, notamment en matière sociale. Tout de suite, la Roumanie et la Pologne qui ont été donc battues sur le vote. Il faut savoir que vous avez 2 pays qui ont changé leur vote à la dernière minute sur ce dossier-là, la Croatie et la Slovaquie, dont je pense qu'ils ont reçu quelques compensations monétaires en échange de la part de l'Allemagne et de la France et des grands États membres. En général, c'est comme ça que ça se passe.
hein, c'est-à-dire que celui qui paye en dernier ressort, c'est nous. Et donc, on va voir, ces deux pays, donc la Roumanie et la Pologne, ont déjà dit qu'elles vont faire un recours devant la Cour de justice. Et sur le fondement de la concurrence, libre et non faussée, ils ont de bonnes chances de gagner, comme Apple et Google dans le cadre de leur rabais fiscal en Irlande. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions, hein. L'Union européenne, elle est construite comme ça, c'est dans le marbre des traités, et ceux qui nous disent qu'on peut faire de la politique et par des compromis, et par de la lutte, et par de la force de conviction, changer cet état de choses, ils vont se prendre douche froide sur douche froide, parce que les institutions sont ce qu'elles sont. Et elles sont bâties sur des principes, sur des règles, et on ne les change pas comme ça. Deuxième sujet, alors bon, celui dont on parle, c'est le Conseil européen qui s'est terminé donc le 21 juillet. 4 jours de folie, de marathon, abondamment commentés, où les héros étaient Emmanuel Macron, Angela Merkel d'un côté, et le grand méchant loup était Mark Rutte avec ses acolytes Sebastian Kurz, et les premières ministres femmes danoises et finlandaises dont j'ai oublié le nom. Et donc dans ce western européen, vous aviez aussi un très grand méchant, mais qui n'était pas dans le débat principal, qui était Viktor Orban. Alors, prenons d'abord la grande confrontation, devant le saloon, entre Angela Merkel, Emmanuel Macron d'un côté et Mark Rutte en face. Eh bien, les cigales, la cigale française et son allié allemande, et puis le frugal néerlandais avec son ami autrichien. Alors, donc, dans le théâtre d'ombre européen, donc, on nous a simulé une sorte d'affrontement entre ces deux visions de l'Europe, le couple franco-allemand. Hein, il faut rappeler que c'est une expression qui est intraduisible en allemand, couple franco-allemand. Alors, le couple franco-allemand, donc, nous avait dit on va avoir un super plan de relance européen avec les Corona Bonds, et nous allons, faire changer l'Europe, qui va être plus robuste et plus résistante après le Covid qu'elle ne l'était avant, et nous allons mettre la solidarité au premier plan. Alors, la solidarité, ça s'est traduit par quoi ? Eh bien, on a eu donc, ce plan de 750 milliards au niveau donc, de l'Union européenne. D'ailleurs, en fait, ce n'était pas le seul sujet de ce sommet, de ce Conseil européen, parce qu'il y avait aussi le cadre financier pluriannuel, le budget de l'Union européenne pour les 5 ans qui viennent, 2021-2026. Et, on avait donc ce plan de 750 milliards. Alors, 300 milliards de prêts environ, 300 milliards de subventions, et puis 150 milliards en fait qui étaient des programmes européens donc mutualisés, dans lesquels il y avait du mix prêts et subventions. Qu'est-ce qu'on a eu in fine ? Alors, les fameux frugaux ne voulaient pas de prêts, ne voulaient pas de subventions. Ils disaient, ou alors, si on décaisse de l'argent pour les Italiens, les Allemands, pour les Italiens, les Français, et les Espagnols et les Grecs qui ne savent pas gérer, eh bien, on veut des contrôles sur la façon dont l'argent va être employé. Et en face, on avait la France et l'Italie essentiellement qui disaient pas de contrôle, on est assez grand pour employer l'argent, et nous, c'est les subventions qui nous intéressent, les prêts, finalement. Grâce à la BCE, de toute façon, on emprunte à 1,5%, voire à moins de 1% dans certains cas, donc ça ne nous intéresse pas.
Et vous aviez l'Allemagne qui a scénarisé, son changement de politique. Elle qui était si rugueuse contre la Grèce et l'Italie était devenue comme l'agneau qui vient de naître, pleine de générosité avec ses partenaires européens. Eh bien, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, quand on regarde la position à l'arrivée, déjà sur la position de départ, la France s'était pris quelques douches froides par son partenaire allemand. Parce que la France voulait qu'on emprunte sur les marchés, donc via l'Union européenne, ça, le principe est resté, et que ce soit le budget de l'Union européenne qui rembourse directement. L'Allemagne avait dit « Ah, nein, c'est pas comme ça que ça va se passer ». Donc que ce soit le budget et que ce soit les 28 États membres les 27 maintenant que la Grande-Bretagne est partie, les 27 États membres qui garantissent solidairement l'intégralité de la somme. L'Allemagne avait dit nein. Déjà, pour commencer, Angela Merkel avait obtenu d'Emmanuel Macron que chaque État membre soit engagé à hauteur de son PIB uniquement. Donc la France, l'Allemagne, etc. sont engagés juste pour un pourcentage donc, de cette dette. S'il y a un défaut de paiement de l'Union européenne, l'Allemagne se verra réclamer l'équivalent de son poids dans l'économie européenne. Je ne sais pas, ça doit être un peu plus d'une vingtaine de pourcents, je pense. Entre 20 et 30 en tout cas, sûr. Et puis, donc ça, première chose où on s'était fait doucher. Parce que le projet macronien, c'était celui des fédéralistes européens, c'est-à-dire que comme dans tout processus fédéral, il y a une guerre, à la suite d'une guerre, pendant une guerre, on fait des dettes, et pour rembourser les dettes, on instaure un impôt fédéral. C'est comme ça que ça s'était passé au Canada, et c'est comme ça que ça s'était passé aux États-Unis. Dans ces deux pays, l'impôt sur le revenu donc fédéral avait été institué pour payer les dettes de guerre. Et les macroniens, avec le cœur des fédéralistes derrière eux, avaient ça derrière la tête. C'est-à-dire, on va créer une dette européenne, et pour la rembourser, on fera l'impôt européen derrière, pour rendre le processus de fédéralisation irréversible. Les Allemands, instruits par l'arrêt de la Cour de Karlsruhe d'il y a 2 mois, ont dit « Oh là là, nous risques constitutionnels là-dessus ». La Cour de Karlsruhe a dit à plusieurs fois que l'Union européenne n'est pas un État fédéral et que si elle voulait le devenir, dans ces cas-là, elle avait mis tout un tas de conditions, notamment constitutionnelles, à ce que ça arrive, donc on ne peut pas aller trop loin dans l'intégration. Donc, l'Allemagne a dit non, on est engagé à hauteur de notre pourcentage dans le PIB. Ok. Et puis, deuxième chose, comme dans tout État fédéral, on va aider que les gens qui ont souffert du Covid. Ça sert à... On ne veut pas, il faut concentrer l'aide donc sur ceux qui ont eu les plus gros soucis avec l'épidémie et ses conséquences, donc France, Espagne, Italie essentiellement. Là aussi, l'Allemagne avait dit nein. Tout le monde cotise, donc tout le monde doit recevoir, même si on va moduler un peu en fonction, effectivement, de l'impact économique du Covid. Mais ce sera pas, on ne va pas concentrer les moyens sur quelques États membres, ça c'est hors de question. Pareil, nous on a un risque constitutionnel, Cour de Karlsruhe, attention. Alors déjà donc, l'ambition de Macron c'était Corona Bonds, aide uniquement aux pays qui ont été les plus touchés par le coronavirus, et donc Corona Bonds qui sont garantis par tous les États membres, par l'Union européenne à 28. L'Allemagne déjà apporte des correctifs dès le mois dernier en disant « nein ». Donc on les appelle plus Corona Bonds pour éviter d'effrayer les Autrichiens et les Néerlandais.
et d'effrayer l'opinion publique allemande aussi. Hein, tous les sondages montrent qu'elle y est hostile. Et puis deuxième chose, donc, c'est on aide tout le monde, y compris ceux qui ont été très peu touchés, et on veut un principe de responsabilité. On se met donc, la France, comme d'habitude, capitule sur tous les points, au nom de l'intérêt européen, et on se retrouve au Conseil européen, donc des 4 derniers jours. Et là, on a eu un jeu d'ombre et de lumière, donc entre le méchant Mark Rutte qui disait nous, on veut des plans, contraignants de réforme, l'Allemagne disant oui, on voudrait bien, mais c'est quand même un peu trop demandé, la France disant c'est inacceptable. Et puis, nous, on ne veut pas de subventions du tout. Les Allemands disent « Ah, quand même, il en faut ». Et puis, les Néerlandais disant « Oui, ok, mais sur le plan de réforme, je ne vais pas transiger ». Et au final, on a eu ce qu'on nous a appelé comme un compromis historique de l'Europe. Et ce compromis historique, il est très intéressant. J'ai ici donc les 67 pages donc, des conclusions du Conseil, donc c'est le document qui est sorti de ce sommet. Et moi, il y a des points qui sont très intéressants dedans. Par exemple, je vais faire un peu mon François Asselineau pendant quelques minutes. Hein, paragraphes 22 et 23, on a la conditionnalité des aides, donc des aides budgétaires de l'Union à l'état de droit. Allô, Viktor Orban? Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Allô, Andrzej Duda, président polonais? Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Hein? Décision à l'unanimité. La Pologne et la Hongrie n'ont pas mis de veto. C'est-à-dire que là, on va avoir ce qu'ils avaient à corps et à cri dénoncé pendant des années, disant que non, la solidarité européenne ne peut pas être conditionnée à des critères politiques. Là, ils l'ont avalisé. Alors, j'espère qu'il va y avoir des grandes âmes de l'Union des droites qui vont demander des comptes à M. Viktor Orban. Parce que ça, la conditionnalité des aides budgétaires européennes à l'état de droit, si demain on a un gouvernement de droite résolue, avec M. Ménard et Host à droite et tout ce genre de choses, vous allez vous le prendre en pleine figure. Hein, la France sera non seulement un contributeur net, mais en plus elle pourra se voir couper une partie de ses aides de son retour budgétaire. Donc, moi je pose la question. La conditionnalité des aides, elle a été inscrite. Et la conditionnalité des aides, en plus, donc elle va être établie par la Commission européenne. Elle a 1 an, donc elle a un mandat pour le faire pendant 1 an. Et la conditionnalité des aides donc, européennes va être décidée à la majorité qualifiée. Oh, hein? Et il faut savoir que la majorité qualifiée, le groupe de Visegrad, il se fait systématiquement planter. Donc, M. Orban vient de nous faire une capitulation en race campagne de sa ligne souverainiste musclée, et on verra ce qu'on verra. Donc ça, c'est un premier point. Hein? Et un deuxième point qui est très intéressant dans ce document budgétaire, c'est que, alors, chose que l'on cache aux Français depuis plusieurs années, hein, vous avez des pays qui, dans le budget de l'Union européenne, ont le droit à des rabais, en fait. Donc, la partie, en fait, un budget, vous savez, hein, il y a des ressources et il y a des dépenses. Et dans les ressources, vous avez ce qu'on appelle les ressources propres, c'est-à-dire un pourcentage de la TVA qui est reversé à l'Union européenne, et puis on a les droits de douane et les droits anti-dumping. Bon, ça c'est de moins en moins. Hein. L'Union européenne se coupe de ses propres ressources en faisant des accords de libre-échange AU et ADIA. Et vous avez
le troisième pilier, c'est les contributions nationales des États membres, calculées par un pourcentage du revenu national brut. Et donc vous avez des États qui depuis quelques années ont le droit à des rabais. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si on vous donnait une réduction d'impôt. Ben, eux, ils ont le droit à une réduction d'impôt, hein, qui est payée par les autres États membres. Alors, vous avez donc, pour les 5 années qui viennent de s'écouler, on avait donc le Danemark, les Pays-Bas et la Suède qui avaient le droit à des rabais, hein, donc 130 millions pour le Danemark, 695 millions pour les Pays-Bas et 185 millions pour la Suède. Hein, et vous aviez ces pays-là, les Pays-Bas et la Suède plus l'Allemagne avaient le droit en plus d'une réduction sur leur reversement donc de la TVA. Hein, ils avaient donc une division par 2 de leur reversement. Eh bien, pour faire advenir ce superbe accord, ce superbe plan de 750 milliards conditionné donc au respect des objectifs de l'Union européenne, hein, c'est prévu dans les conclusions du Conseil, c'est-à-dire qu'on ne va pas... En fait, les 750 milliards ne sont pas 750 milliards qu'on vous donne et vous en faites ce que vous voulez. Non. Il va falloir que ce soit employé dans les priorités établies par l'Union européenne, dont notamment la lutte contre le changement climatique, l'innovation, la hausse des qualifications des travailleurs européens. Voilà. En dehors de ça, on ne peut pas l'utiliser. Donc quand on vous dit que c'est génial, l'Union européenne va nous donner de l'argent, non, elle ne nous donne pas de l'argent. Elle nous met à disposition de l'argent sous condition, et on va devoir fournir des plans nationaux, donc, où on va devoir démontrer qu'on utilise bien cet argent, et que quand on l'utilise bien, qu'on fait aussi des réformes pour rendre, cet effort soutenable. Et ces plans vont être soumis à la Commission européenne, qui aura le droit déjà de demander, des explications à l'État membre. Donc, premier effet qui se coule. Et puis ensuite, la Commission européenne fera un avis et elle transmettra ça au Conseil européen. Et le Conseil européen a la majorité qualifiée. Donc, c'est-à-dire que l'Allemagne et ses 5 petits amis, la Suède, le Danemark, la Finlande, l'Autriche et les Pays-Bas qui votent toujours avec elle, auront un droit de veto sur les plans nationaux. Elle est pas belle la vie ? Et donc, si la France décide d'utiliser cet argent de façon non adéquate, si elle décide de ne pas faire des réformes, par exemple une réforme des retraites, les frugaux plus l'Allemagne ont le droit de veto sur le décaissement des fonds. Et donc, on ne verra pas l'argent qu'on nous a promis. Alors, donc, revenons aux moutons dont nous parlions précédemment. Et donc, je vous avais parlé des rabais. Le Danemark, par exemple, pour faire passer la pilule justement aux frugaux, qu'est-ce qu'on avait prévu ? On leur a donné des nouveaux rabais. Et ce qui est encore plus magnifique, c'est que ces rabais-là, en fait, ils sont plus en pourcentage. Pourquoi ? Parce qu'avec le coronavirus, forcément, les rentrées de TVA vont baisser. Et donc, leur donner un pourcentage, ils auraient eu droit à moins de rabais. En fait, on a décidé de leur assurer une exonération plancher. Et donc, dans les rabais, qu'est-ce qu'on a cette année ? On a le Danemark, 377 millions. L'Allemagne, c'est pas le pays généreux qui nous a fait cadeau de 750 milliards ? Non, eux, ils s'accordent 3 milliards 671 millions. Elle est pas belle la vie ? Les Pays-Bas, 1 milliard 921 millions. Et enfin, l'Autriche, 565 millions à la place des 300 et quelques qu'ils avaient. Et enfin la Suède, 1 milliard et 69 millions d'euros. Donc tous ces pays-là, qui sont
solidaires, sympas, généreux, qui nous ont fait de grosses concessions, en fait, ils se sont donné un chèque budgétaire, hein, et ceux qui vont payer la note, c'est nous. C'est-à-dire la France, l'Italie, et même sûrement l'Espagne aussi. Hein, parce que dans les contributeurs nets, hormis ces États-là, bah, y a nous, la Belgique et le Luxembourg. Je pense que dans ces pays-là, celui qui va être le plus mis à contribution, c'est la France. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. Et donc, en fait, l'Union européenne nous donne 23% de 750 milliards, officiellement, enfin moins de 23%, parce que en fait c'est 23% des 300 milliards, donc déjà c'est moins. Mais en fait, elle va nous prendre, hein, elle va nous ponctionner pour financer le rabais des autres, plusieurs milliards d'euros, en plus. Pour couronner le tout, vous avez un pays qui qui a voulu fromage et dessert, qui s'appelle donc le grand méchant des Pays-Bas. On lui a donné donc un bonbon à 1,921 milliard, c'était pas assez pour lui. Hein, il voulait un deuxième bonbon, et on lui a donné un deuxième bonbon à monsieur des Pays-Bas pour avoir ce formidable accord européen. Et c'est quoi ce deuxième bonbon? Eh ben, on a augmenté les frais d'assiette et de perception pour les droits de douane. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer. L'Union européenne n'a pas de douane. Elle utilise les administrations des États membres pour recouvrer les droits de douane à la frontière. Bon, les droits de douane pour les pays qui en payent encore. Bon, c'est essentiellement la Chine. Mais, ça encore quelques milliards d'euros quand même. Et en fait, pour utiliser les administrations douanières des États membres, l'Union européenne reverse un pourcentage. Jusqu'à maintenant, l'Union européenne reverse 20% aux États membres de tous les droits de douane, des droits anti-dumping et de toutes ces taxes-là qui sont recouvrées au profit du budget de l'Union. Hein? La Commission européenne avait dit « Non mais attendez, là, avec l'informatisation, etc., 20% c'est beaucoup trop, on va les baisser à 10%. » Et bien grâce aux Pays-Bas, faut savoir que d'ailleurs, qui sont les trois premiers percepteurs de droits de douane pour le budget européen? La Belgique, avec le port d'Anvers, la Hollande, enfin les Pays-Bas, avec Rotterdam, et l'Allemagne avec Hambourg. Et donc, au lieu de baisser à 10%, on a décidé de les augmenter à 25%, ces frais d'assiette et de perception. Et donc, pour les Pays-Bas, ça va être fromage et dessert, parce que donc ils ont leur rabais qui a presque doublé, 1,921 milliard, et en plus, ils vont avoir leur recette nationale pour la perception des droits de douane va être augmentée en plus, alors qu'elle devait baisser. Elle est pas belle la vie. Donc, et pour terminer le gros lot, donc, en plus de ces rabais, on avait une nouvelle baisse des finances parce que vous avez un gros contributeur net qui s'en va. Enfin là, qui est parti et qui ne contribuera plus au budget. C'est la Grande-Bretagne. Et alors, comment on fait pour compenser donc la perte? Eh bien, justement, les pertes au budget, elles vont être compensées par une partie d'économies. Et les économies, on va les faire sur des programmes européens. Hein, vous savez, ces programmes européens qui ne marchent pas alors que ça marchait quand on faisait de l'intergouvernemental. Par exemple, Galileo. Galileo, je vous rappelle, hein, ce merveilleux programme européen qui devait nous priver du GPS. Eh ben, les Russes, ils ont eu un programme pareil, hein, donc de positionnement par satellite, qui s'appelle le GLONASS. Eux, ils l'ont terminé il y a 5 ans, alors qu'ils l'avaient commencé 6 ans après l'Union européenne, je crois, hein, de mémoire. Eh bien, l'Union européenne, Galileo, devait
être mis en place en 2013, et il n'existe toujours pas. Et pour financer le départ des Britanniques, on a décidé de couper dans son budget. Donc, Galiléo, dans 5 ans encore, on pourra en reparler, il n'existera toujours pas. Et on va couper aussi dans les budgets de recherche, dans les programmes de budget de recherche de l'Union européenne. Donc en fait, pour financer le fameux plan de relance européen, on va couper dans les budgets de recherche et de développement de l'Union européenne, chercher l'erreur. Au lieu d'avoir des budgets supplémentaires, en fait, on va couper des budgets d'un côté et les abonder dans un autre pour faire croire qu'on a fait quelque chose, en fait. Et enfin, donc, grâce à ces nouveaux rabais, on sait maintenant qui va payer le départ des Britanniques. C'est nous, les Français. Et bien sûr, nos amis italiens et espagnols qui vont avoir... Alors, les Italiens, eux, sont déjà contributeurs nets depuis 4 ans. 4 ou 5 ans, je crois. 5 ans, je crois. Et, nos amis espagnols qui, étant dévastés par le Covid, vont avoir le bonheur de se retrouver contributeurs nets eux aussi, pour payer les rabais des autres. C'est ce qu'on appelle la solidarité européenne. C'est-à-dire, la solidarité européenne, c'est on prend aux pauvres pour donner aux riches, et ensuite on emprunte de l'argent pour leur redonner un petit peu de ce qu'on leur a volé. Enfin, donc pour terminer, justement, dans ce Conseil européen, il y a eu un truc très intéressant aussi, c'est que quand on s'est posé la question, donc, alors qui garantit la dette? J'avais dit, quote-part suivant le poids des États membres dans l'économie européenne, mais quand même, comment rembourser cet emprunt qu'on va faire, ce merveilleux emprunt européen dont je vous ai parlé? Les chefs d'État et de gouvernement se sont mis d'accord pour ne pas se mettre d'accord. C'est-à-dire que, en fait, on a donné 1 an à la Commission pour trouver une nouvelle ressource propre, qui va financer en fait le remboursement de cette dette. Alors on parle d'une taxe, d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe, de choses comme ça, mais pour l'instant on n'a pas d'idée. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que la Grande-Bretagne, lapsus révélateur, les Pays-Bas, par exemple, et la Suède et le Danemark ont dit, il est sûr d'une chose, c'est que ce ne sera pas un impôt européen. Nous, on ne veut pas entendre parler d'un impôt européen. Et ce qui est sûr, c'est que l'Allemagne aussi ne veut pas en entendre parler, parce que quand vous faites les sondages dans l'opinion publique allemande, l'idée d'avoir un impôt Covid à l'image de l'impôt que les Ouest-Allemands avaient payé pour le rattrapage, pour la destruction, reconstruction de l'Europe, de l'Allemagne de l'Est, ça, il en est hors de question. Et Angela Merkel, qui va quitter le pouvoir l'an prochain, n'a pas envie de laisser une CDU amoindrie, alors que grâce au Covid, dans les derniers sondages, on voit que Angela Merkel, en fait, a fait bondir son parti de plus de 15% dans les intentions de vote. Ils sont passés de 25 à 40% à peu près, peu dans le malin. D'ailleurs, en prenant l'essentiel des voix au SPD et aux Verts et une partie aux libéraux du FDP. D'ailleurs, l'AfD est relativement stable à 10-11%. Et vous avez elle n'a pas envie de partir en laissant... elle préfère partir en laissant une CDU à 40%, parti dominant de la vie politique allemande, et pas de partir sous les tomates d'une révolte fiscale des retraités allemands qui sont l'essentiel de son électorat. Quand vous prenez la structure de l'électorat allemand, l'électeur moyen de la CDU, il a plus de 65 ans et il est à la retraite. Donc voilà, et il est très sensible à deux choses. Un, il ne veut pas entendre parler d'inflation, de dévaluation, et deuxièmement, il ne veut pas entendre parler de hausse d'impôts. Donc on voit à peu près quelle est la feuille de route de ce faux semblant.
Donc l'Allemagne s'est donné un peu de temps dans cette affaire, en donnant l'illusion d'aider ses partenaires de l'Union européenne. Elle veut maintenir l'euro sans que ça lui coûte trop cher. Là, je pense que l'objectif est relativement bien atteint. Et puis, elle a pu avoir deux choses, c'est-à-dire, serrer la vis au gouvernement d'Europe de l'Est qui jouait les faux turbulents, comme le gouvernement de M. Orban, qui maintenant va avoir va avoir la menace du coup de gourdin budgétaire des pays d'Europe du Nord si les passages, notamment vis-à-vis des organisations de M. Soros. Et puis, il a obtenu donc le sourire de la France, dont le gouvernement peut parader devant les écrans télévision en disant qu'il a obtenu plusieurs dizaines de milliards d'argent magique de l'Union européenne grâce à la générosité du contribuable allemand, et elle va pouvoir revenir à Berlin en disant regardez ce que je leur ai mis, je leur ai pris plus de 3 milliards de rabais budgétaires qui vont rester dans les caisses de la République fédérale. Donc, en clair, le départ des Britanniques est en partie payé par nous. Donc, ça a été une gigantesque farce que cette histoire, et on va en voir plusieurs péripéties, parce que ce n'est que le début du processus budgétaire qui a été entamé. Vous allez avoir la deuxième manche. Monsieur Mark Rutte va devoir aller devant son Parlement aux Pays-Bas, et ça va pas être facile parce que vous avez notamment un homme dont le populisme fiscal est une des marques de fabrique, qui est donc Monsieur Geert Wilders, qui va lui faire la guerre, et vous avez une partie de sa coalition qui va pas trop être contente avec ça, notamment les chrétiens démocrates du CDA, qui sont le parti des retraités dans le Parlement néerlandais. Et puis vous allez avoir une troisième manche au Parlement européen, où là, le problème en fait va être de réfréner la frénésie dépensière des députés européens qui aiment d'autant plus dépenser l'argent de contribuables que le contribuable pour eux est une sorte de personne virtuelle, étant donné que n'ayant pas de compte à rendre devant un peuple européen, donc n'ayant de compte à rendre devant personne, ils adorent dépenser des milliards dont ils n'ont aucun compte à rendre, étant donné que l'Europe, les citoyens ne comprennent pas grand-chose, et et c'est dommage, mais c'est comme ça, on s'en fout un petit peu, on pense toujours que l'essentiel en fait se joue au Parlement national, et dans nos pays. Et donc on va voir des surenchères dépensières au Parlement européen, qui vont nous amener à avoir un nouveau round de folie politique, qui ressembleront plus au mandarum qu'à une assemblée responsable. Donc vous allez voir par exemple les Verts qui vont demander qu'on multiplie les budgets de lutte contre le changement climatique, les socialistes qui vont demander qu'on multiplie les budgets pour l'aide au chômage, pour l'aide au chômage, etc. Donc ça va être très intéressant. Et donc tout cela va revenir encore une fois devant le Conseil européen l'an prochain, donc pour avoir une décision définitive sur la question. Donc ce n'est que le début d'un long feuilleton où on va avoir, je pense, beaucoup d'épisodes du style de ce qu'on a vécu ces 4 derniers jours, c'est-à-dire des gens qui essayent de casser de la vaisselle en plastique par terre, des gens qui essayent de nous faire croire qu'ils ont la main sur le cœur et qui sont des généreux donateurs, alors que, en définitive, Madame Merkel a un électorat auquel elle a des comptes à rendre, et cet électorat, il est plus composé de comptables et d'épiciers que de Mère Teresa et de Sœur Emmanuelle. Voilà.
Donc je pense que c'était les quelques actualités européennes de ce début de mois de juillet. Et donc voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.